des grosses quiz. Ça change, hein? Ben oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de partir à la rencontre de Romain, le pompier le plus fit de France. Il nous partage aujourd'hui son quotidien de pompier de Paris et comment il concilie vie d'athlète de haut niveau et vie professionnelle. Il reviendra notamment sur la difficile gestion de la fatigue, le besoin de mettre en place une programmation sur mesure, ou encore la difficulté de trouver des sponsors et de financer le crossfit à haut niveau. Salut Romain, écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. On a un petit peu galéré techniquement, mais le principal c'est d'y être. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Et je te pose du coup ma question favorite pour démarrer. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais, merci à toi, Cyril, de me recevoir. Bon, j'avoue qu'on a mis du temps, il y a eu quelques petits problèmes, hein. Péter un ordi, etc., des problèmes de connexion. Moi et Internet, hein, ça fait deux. Du coup, pour me présenter, donc moi je suis Félono Romain, j'ai 24 ans, je suis pompier de Paris dans la vie, je vis à Bordeaux et je fais du CrossFit depuis 8 ans. J'ai commencé fin 2013. Voilà. Ah oui, punaise, je savais pas, je pensais pas que tu faisais du CrossFit depuis aussi longtemps. J'ai commencé quand c'est arrivé en France. Donc, c'est arrivé en France, il me semble qu'il y a, bon, maintenant plus de 10 ans, donc ça peut-être 11 ans. Moi et les dates, ça fait 2, hein, je suis pas trop, je retiens pas trop les dates. Mais en tout cas, je sais que j'ai commencé fin 2013 et c'était, durant l'été 2013. Euh, et du coup, ouais, ça fait pas mal de temps. J'ai eu la chance d'avoir CrossFit Bordeaux, qui est la première salle de France à avoir ouvert sous l'affilié CrossFit. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite, quoi. Est-ce que je peux te demander quel âge tu as actuellement? 24 ans, oui. Ok. Donc, ouais, on est en 2021. Je dis au cas où les gens écoutent le podcast dans 2 ans, comme ça. En 2021, tu avais 24 ans. Ok. D'accord. Alors, j'ai plusieurs types de questions pour toi que j'ai préparées. La première grande famille de questions, c'est vraiment des questions autour de ton job de pompier. Parce que je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un petit peu plus, de mettre un peu en lumière ces métiers-là, d'autant plus qu'il y a quand même aussi beaucoup de pompiers qui font du CrossFit, donc c'était assez cool. Alors ma première, je vais te poser des questions vraiment un peu de noob, hein, tu vois, parce que je connais pas trop, donc comme ça donnera un peu d'infos. Ma première question, c'est du coup, quand est-ce que tu as rejoint les pompiers de Paris et en gros, quels sont les tests d'entrée pour devenir pompier de Paris? Alors, donc du coup, j'ai commencé moi pompier de Paris en 2000. Donc là, ça fait 3 ans et 7 mois précisément. Donc ça fait du 2018, septembre 2018. Donc je suis rentré. Donc la formation, ça se passe sur c'est 6 mois et c'est au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Donc là, maintenant, ça a changé, ça va changer. Bientôt, ça sera à l'IMEI, qui est un centre de formation. Pour rentrer pompier de Paris, les tests, ça va être des tests militaires parce que du coup, j'ai un statut militaire. Pompier de Paris et pompier de Marseille, pardon, sont soumis au statut militaire. Donc moi, je suis armée de terre et pompier de Marseille, c'est la marine. Et ensuite, pour rentrer, tout simplement, il faut aller au CIRFA de sa ville, dire qu'on veut être pompier de Paris. Et ensuite, on va passer 2 jours dans une enceinte militaire, en gros, avec des tests sportifs. Il y a de la course, des tractions, de la coordination, etc. Et des tests un peu plus psychologiques, des tests de français, maths, basiques, quoi, pour savoir s'il y en a pas des soucis. Et ensuite, du coup, quand notre candidature est retenue, ça peut prendre un certain temps, parce qu'il y a beaucoup de demandes. On part du coup à Villeneuve-Saint-Georges, donc pendant 4 mois.
Donc là où on apprend, tout le métier, les spécificités, du métier de pompier de Paris, d'accord? Parce que, comment, en gros, c'est pas les mêmes techniques, ils utilisent différentes techniques et cetera, que les pompiers, heu, que les pompiers en province, on va dire, d'accord? Qui sont eux, fonctionnaires. Ça, je te dis les statuts en gros, c'est un peu plus poussé. Et du coup, donc on va, au Fort de Villeneuve, on apprend, donc le secourisme, les techniques incendie pendant 4 mois et ensuite à la fin des 4 mois, on passe donc notre évaluation finale et ensuite, on est, ce qu'on appelle ventilé. Donc en gros, on part dans un groupement, parce que Paris est divisé en 3 groupements et chaque groupement a des ce qu'on appelle des compagnies. Donc moi, par exemple, je suis dans la 5e compagnie, et dans le 3e groupement. C'est assez compliqué à expliquer. D'accord. Dans chaque compagnie, il y a des centres de secours et donc moi, je suis à la caserne de Levallois et du coup, après ces 4 mois, j'ai été ventilé et on fait, 2 mois, en caserne qui sont comptés dans la formation et ensuite, au bout de ces 2 mois, on décide de signer le contrat de 5 ans ou pas. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai signé mon contrat de 5 ans. Ok, Voilà. d'accord. Tu parlais du coup tout à l'heure des différences. En gros, c'est quoi la différence entre un pompier et un pompier de Paris? À part qu'il y en a un qui est à Paris, quoi. Voilà, alors en gros, c'est juste le statut. Un pompier moi je vais dire un pompier à Bordeaux en fait, lui il a passé un concours de la fonction publique, pour entrer, pompier à Bordeaux ou ça sera peut-être un pompier à Toulouse et cetera. D'accord? Donc il a passé enfin il est fonctionnaire. Moi, je suis rentré au fort, j'ai fait ma formation et en gros, c'est comme des classes et moi, j'ai un statut militaire. Je suis sous l'État, en gros, si tu préfères. D'accord. Et donc tu renouvelles ton contrat tous les 5 ans pour des durées de 5 ans, c'est ça? C'est ça. Pour des durées de 5 ans, ça, c'est à déterminer. En tout cas, le premier contrat, c'est 5 ans, à part si on décide de juste valider un contrat de 1 an. Donc en gros, c'est juste pour, savoir si on est vraiment, apte à signer, si on veut continuer dans les pompiers de Paris. Sinon, on signe un premier contrat de 5 ans et au bout de 5 ans, heu, alors ça, je suis pas sûr à 100 parce que je t'avoue, je me suis pas trop renseigné encore sur ça. Mais, au bout de 5 ans, à Paris, je crois qu'on peut re-signer juste pour un contrat de, par exemple, 3 ans ou alors un contrat encore de 5 ans, ou peut-être même un contrat de 7 ans. Tu vois? C'est un peu, on peut adapter le truc, au bout de ce premier contrat de 5 ans. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des femmes chez les pompiers? J'imagine que oui, mais il doit pas y en avoir beaucoup. Bien sûr, il y a des femmes chez les pompiers. Alors beaucoup, c'est sûr que comparé à si on fait le pourcentage par rapport aux hommes, oui, il y en a pas beaucoup. Mais, je sais pas parce que je connais pas toutes les autres casernes. Moi, je sais que à la caserne, il y en a, 1, 2 et 3. Il y en a 3. D'accord. Pour combien d'hommes à peu près, à la louche? On est 65 à l'effectif, donc voilà, ça fait Ouais, 3 donc femmes sur 60. 65 au total. D'accord. Ouais, donc effectivement, c'est hyper minoritaire. Ouais. Quand t'es femme, par exemple, chez les pompiers de Paris, tu fais exactement le même boulot qu'un homme ou potentiellement tu peux avoir des missions un petit peu différentes? Non, non, on fait tous les mêmes missions, heu, on fait exactement le même travail. Il y a pas Pas de de pas différence. voilà, il y a pas de différence, quoi. Ok, cool. Est-ce que tu te souviens de ta première intervention? Alors, je me souviens de ma première intervention, mais c'était pas aux pompiers de Paris. Je t'explique le truc, c'est compliqué. En gros, moi, avant j'habitais dans une ville à Bordeaux, j'ai déménagé pour, la campagne et à l'âge de 12 ans, en gros, j'ai intégré, ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers, donc à la caserne la plus proche de chez moi, en fait, je suis rentré, et j'ai commencé déjà à apprendre le métier de pompier à partir de 12 ans. À partir de donc pendant, 12, jusqu'à mes 17 ans et demi, heu,
j'ai fait tous les lundis, lundi soir, on avait sport et le samedi, j'allais à la caserne et on faisait des manœuvres, comment apprendre, à dérouler un tuyau au début, puis après c'était, des techniques de lance, comment éteindre, un feu et cetera. Et à la fin de ces formations de jeunes sapeurs-pompiers, du coup, j'ai passé mon brevet pour être, pompier volontaire. Et donc dès que j'ai eu 18 ans, je suis devenu pompier volontaire à la caserne où j'étais, jeune sapeur-pompier et heu et en gros, moi je me souviens de la première inter, c'était, un accident de circulation, pas de gravité, juste la voiture était sur le toit, mais voilà, rien de grave. Mais après, quand on voit ça nous en première intervention, on se dit: «OK, ça part quoi». Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu peux faire le métier de pompier toute ta vie? Enfin, est-ce que par exemple, bon là j'ai compris que c'était des contractures nouvelles, mais est-ce que potentiellement, ou est-ce que tu en as autour de toi, hein, tout simplement, voilà, qui font ça vraiment toute leur vie jusqu'à la retraite? Parce que c'est Heu, fatigant quand même, j'imagine aussi. Enfin, c'est physiquement, je veux dire, c'est compliqué, quoi. ouais, tout à fait. Alors toute une vie, c'est enfin du moins avec un rythme comme ça, bon alors moi je parle à Paris, c'est pas possible. En gros, peut-être je sais pas, je dis une bêtise, mais à 40 ans, ils vont nous retirer du service incendie et en gros, ils vont nous mettre dans des services, normales, si tu préfères. D'accord. Et tu fais quoi du coup dans ces services-là? Enfin là, tu fais plus d'incendie du coup, mais Non, tu fais plus d'incendie, mais tu fais, peut-être des papiers ou d'autres choses, quoi. Parce qu'en gros, pour te dire, la brigade, c'est une entreprise à elle-même. Alors le chiffre exact, je sais pas, mais on est, à la brigade, on est, 8 000 salariés. Voilà. Donc j'ai dit salariés, après je sais pas si ça se dit comme ça, s'il y a des mais on est 8 000 sapeurs-pompiers de Paris. d'accord. Et est-ce que tu Voilà. as des spécialités chez les pompiers? Parce que par exemple, je sais qu'à Lille, moi, quand j'avais une box, j'avais un pompier, par exemple, qui était spécialisé en gros dans la plongée. Enfin, tu vois, il allait dans les canaux, les choses comme ça. Donc il avait cette compétence-là, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres chez les pompiers? Est-ce que tu es obligé d'en avoir ou pas? Enfin, comment ça fonctionne? Si, si, on a tous, enfin, pas tous, il y a des spécialités à Paris. Là, comme tu me dis, celui que tu connaissais, il était plongeur. À Paris, il y a, des 2 casernes, enfin, en tout cas, là, j'ai en mémoire 2 casernes. Il y a Joinville et La Monnaie, ça, c'est des casernes spécialisées, où il y a des plongeurs. Ensuite, il y a même des casernes où ils sont spécialisés, NRBC, donc ça va être, enfin, les trucs, chimiques et cetera, quoi. Tout le monde a une «spécialité» entre guillemets. On part tous, bien sûr du même stade et après il y a des formations pour se spécialiser dans un domaine bien spécifique. Moi, par exemple, bon, j'ai une spécialisation, où tout le monde peut le faire, hein, mais en gros, moi, à ma caserne, ce qu'on appelle, je suis un remisard, on appelle ça comme ça. En gros, ça vient de parce que là où on gare les véhicules, ça s'appelle une remise et du coup, celui qui conduit les poids lourds, on l'appelle le remisard. Dans une caserne de pompiers, on l'appelle le remisard. Du coup, moi, je suis remisard. En gros, ma spécialité, je conduis, les camions, j'ai le permis poids lourd et voilà, je fais, 98 de la conduite de camion. Parfois, je monte derrière ou je monte, en tant qu'équipier, à l'ambulance ou quoi, mais maintenant c'est devenu un peu plus rare. Je vais conduire l'ambulance, et puis voilà. D'accord, donc tu es plus doué pour faire des créneaux avec des camions de pompiers que en informatique, quoi, si j'ai bien compris. Ah là, c'est sûr que conduire, l'échelle, ou l'informatique, oui, c'est sûr que je préfère conduire, l'échelle ou le fourgon, de pompier que gérer, un ordi, hein, ça c'est c'est sûr, sinon je le casse. Et quelle mission tu fais en gros du coup le plus souvent? Sur quoi est-ce que enfin, ou alors, parce que là du coup tu me parlais des camions, je savais pas forcément, mais sur quel type d'intervention tu interviens le plus souvent? Voilà, je pense enfin, je sais pas si ça se sait, mais en gros, c'est,
80% c'est du secours à victime. D'accord. Donc les feux, c'est ce que je pensais. Bah, à la limite, tant mieux même, hein, parce que c'est quand même assez vite dramatique. Mais du coup, tout ce qui est feu, c'est vraiment minoritaire dans les interventions que tu fais. C'est ça. Ben alors je vais te dire malheureusement, parce que nous, c'est ce qui nous attire. Enfin, en tant que pompier, je pense que tous les pompiers qui m'écouteront ici me diront pas le contraire, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est voir des flammes et voilà, aller au contact du feu. Bien sûr aussi aider les gens, on est d'accord, hein. Mais c'est pas la même adrénaline, on va dire. Et, euh, et du coup, ouais, les feux, c'est, c'est pas le total du job, on va dire. C'est même minoritaire. Et pour toi, du coup, qu'est-ce qui fait un bon pompier? Puisque là, forcément, il y a quand même beaucoup de contact humain, tu es quand même beaucoup au service des autres quelque part. C'est quoi pour toi les qualités fondamentales pour être un bon pompier? Alors ça, c'est une très bonne question. Un très bon pompier, je pense que un très bon pompier, ben déjà, il faut qu'il aime son métier, hein. Ça, je pense que c'est fondamental. Et il faut savoir analyser la situation parce que toutes les interventions sont différentes. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Du coup, il faut toujours, en fait, il faut toujours s'adapter à la situation. Du coup, un bon pompier, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, je vais dire. Là, c'est compliqué, je sais pas trop. Et rester calme aussi, non? Parce que, enfin, des fois, on voit des émissions à la télé, j'ai l'impression que il reste quand même vachement zen, quoi. Parce que des fois, t'as des trucs, tu te dis, putain, c'est improbable. Et les gars, ils restent quand même zen, quoi. Et enfin, en fait, si on perd ça, c'est juste garder le sang-froid aussi, hein. Si on perd le sang-froid, au bout d'un moment, on n'est plus lucide à ce qu'on fait. Du coup, il faut rester un peu, on va dire, en arrière de la situation pour pouvoir réagir, en fait. Voilà. Ok. J'ai vu qu'il existait aussi des compètes réservées aux pompiers. Alors, quand j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai vu que c'était pas dans tous les sports, mais il y en avait quand même quelques-uns, parfois même à l'international. Est-ce que tu as déjà pris part, toi, à ça, ou est-ce que tu as des gens dans ta caserne qui sont des champions dans les catés pompiers? Alors, je sais que oui, il y a ben, en fait, il y a pas mal de sports qui sont soumis à une fédération, qui sont du coup des sports militaires. Donc là, par exemple, je vais sortir un sport, ben, le rugby. Donc moi, il n'y a personne à ma caserne, en tout cas, qui a fait des sports ou qui est sportif de haut niveau à la caserne, enfin dans un sport fédéré. Mais je sais que, par exemple, à la brigade, il y a l'équipe de rugby qui a été, il me semble, en Chine il y a 2 ans pour faire ben, le tournoi qui est intermilitaire. Donc voilà. Après, je me suis pas renseigné sur qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas précisément, mais oui, en tout cas, il y a des compétitions intermilitaires et du coup qui sont réparties dans le monde entier. Et t'as passé en CrossFit aussi, tu veux pas être genre le fittest pompier in the world, un truc comme ça? Il y a pas des KT, parce qu'il me semble qu'il y a un truc comme ça avec les enseignants, les nurses, enfin les infirmiers ou infirmières. Il doit y avoir pour les pompiers aussi. Alors, bon, je pense que tu es censé savoir que le CrossFit n'est pas une fédération. Du coup, enfin, le CrossFit fait ce qu'il veut. Et du coup, oui, ben, il y a des catégories pompiers, etc. Mais ça va être que sur un classement. Par exemple, là, cette année, ils ont fait le classement. Et comme depuis le début, d'ailleurs, moi, je le fais en catégorie. Enfin, je m'inscris aussi en catégorie pompier. Mais cette année, par exemple, là, ils ont créé le coup. L'opportunité aux pompiers d'aller par exemple en quart de finale, mais que en catégorie pompier. Et par contre après ils vont pas aux games par exemple. Mais non, enfin il n'y a pas en gros de championnat du monde. Bah, moi en tout cas dans le CrossFit, hein, je vais parler ici dans le monde que je connais, hein. Il n'y a pas de championnat du monde de crossfitters pompiers. Ok. Ouais, et puis du coup, la KT, si elle est pas représentée aux Games, c'est que du online, quoi.
c'est ça. Donc, Après, quelque bah, il part, peut y a si tu veux faire du haut niveau, vaut mieux que tu sois en tant que, entre guillemets, athlète, quoi. Pas en tant que voilà, caté-pompier. c'est ça, on va représenter notre métier, mais en catégorie athlète, quoi. On pourra dire que du coup, enfin, on pourra dire ou pas, ou les gens le verront, par eux-mêmes, mais que, bah, du coup, à côté du crossfit, bah, il y a un métier, quoi. Il y a pas que le crossfit. Mmh. OK, je comprends. Voilà. Je passe sur des questions un petit peu plus lifestyle, hein, parce que j'avais fait un petit sondage comme d'hab sur Instagram en demandant aux gens s'ils avaient envie de te poser des questions en particulier. Bon, alors, tu vas pas être surpris par les questions, hein, à mon avis, je pense que c'est les mêmes qui reviennent tout le temps, mais bon, c'est voilà, tant mieux, c'est cool, hein. Alors la première, c'est comment est-ce que tu fais pour couper après tes jours de garde, et notamment si tu en as passé certains qui ont pu être un peu rudes humainement, ou si t'es crevé, ou si tu as vu ou vécu des situations peut-être un peu voilà, qui nécessitent de te vider un peu la tête, quoi. Oh oui, ça c'est vrai que cette question, je l'ai à chaque fois. Même, tu vois, par exemple, quand j'organise les training camps, on a pas mal on a une longue discussion sur ce point, sur, bah, la fatigue qui est quand même, quand même un gros point, noir, on va dire, dans le métier, quoi. Ça, c'est normal. En gros, moi, je gère, ça, au ressenti déjà, premièrement. Mais en gros, quand je finis moi une garde, si elle a été, crevante ou pas, bah, déjà, je vais essayer de voir quand est-ce que je peux dormir. Ça, c'est une chose, fatale, on va dire. Parce qu'en plus, déjà, je suis un bon dormeur, donc voilà. Mais chaque journée, quand je rentre à Bordeaux, par exemple, pour t'expliquer un peu, elle est organisée. C'est-à-dire que je vais finir, donc ma garde à 7h15 en gros. Si ça sonne à 7h15, il y a le copain de la garde montante qui va me prendre le départ pour que je puisse prendre mon train. Du coup, mon train, il est à 9h52. Donc, je prends mon train à 9h52. J'arrive à Bordeaux à midi. Euh, je prends la voiture, je monte chez moi, je mange. Et du coup, là, je fais une sieste de soit 35 minutes si j'ai assez dormi à la caserne, ou si je sens que la fatigue est assez supportable pour dormir 35 minutes, soit je peux dormir de 1h30 à 4 heures pour rattraper le sommeil et pour pouvoir partir m'entraîner ou pas suivant mon énergie, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est assez problématique. Jusque-là, je touche du bois, j'arrive à gérer. Mais par contre, voilà, quand je suis vraiment hyper fatigué, là, je parle plus de la fatigue, physique, parce qu'après la fatigue mentale ou autre, ça c'est autre chose. Mais je m'écoute, beaucoup, et j'ai appris à ressentir ce que mon corps a besoin, en fait. Je vais pas aller le mettre dans une zone rouge pendant un WOD alors qu'il est déjà en fait dans une zone rouge, sans rien faire. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, je comprends l'idée, ouais, ouais. Donc voilà, je gère, pour le moment, je gère comme ça, au Ok. ressenti. Est-ce que tu t'entraînes en caserne? Parce que j'imagine que du coup le sommeil en caserne c'est un peu aléatoire, ça doit dépendre des interventions, mais l'entraînement, puisque au final j'imagine que vous avez aussi des salles ou des choses comme ça, puisque l'idée quand même de quand t'es pompier c'est d'être globalement en forme. Est-ce que tu arrives quand même à voilà, à t'entraîner à la caserne, à dormir un petit peu, à manger équilibré, enfin à gérer un peu ton hygiène de vie, quoi? Alors, toutes les casernes malheureusement ne sont pas équipées, au maximum, hein. Parce qu'il y a des casernes, qui peut-être auront même pas la place d'avoir un gymnase ou d'avoir une bonne salle de sport, parce que les casernes, ce qu'on appelle des casernes intramuros, donc dans Paris même, elles sont vraiment, petites, quoi. Donc moi j'ai de la chance d'être dans l'extra de Paris, donc ma caserne est assez grande et en plus assez récente. Du coup, on a une salle de muscu en haut, et ensuite, tout ce qui est, «crossfit» entre guillemets, on le fait, dans la remise, donc là où on garde les véhicules. Donc, on sort un camion et ensuite on a une alvéole, avec une corde, et maintenant du matériel de CrossFit, depuis moi que je suis à la caserne. Donc je pense que ça doit faire bientôt 2 ans et demi qu'on a
investi dans une barre d'haltérophilie, des poids d'haltérophilie, il y a des barres de traction, il y a une box jump, il y a 2 wall balls, il y a 2 kettlebells. En haut, en salle de muscu, on a tout un set de dumbbells. On a un ski erg, un bike erg, 2 rameurs. Donc moi, à ma caserne, vraiment, j'ai pas du tout à me plaindre concernant le matériel. Et donc, ce qui me permet de m'entraîner quand même, si bien sûr la fatigue me le permet, si bien sûr les interventions ne sont pas abondantes aussi, parce que c'est les interventions qui vont primer sur l'entraînement. Donc, si je suis en plein entraînement et que ça sonne, ça part. Il n'y a pas de Hmm. «Attends, je finis le WOD». Non. Et du coup, je m'entraîne en caserne. On a des créneaux sport le matin. Donc le matin, c'est plus ce sport dirigé, on va dire. Donc c'est le chef de garde qui décide de ce qu'on va faire. Donc souvent, c'est course à pied ou natation. Là maintenant, on a un créneau, par exemple. Ben là, avec le Covid, ça a été un peu galère. Autrement, en gros, c'est le mardi et jeudi matin, on va à la piscine nager. Et tout le reste, on va courir. Donc le lundi, mercredi et vendredi. Et le samedi matin aussi. Du coup, on va courir et puis voilà. Et après, le soir, moi, à ma caserne, c'est ce qu'on appelle à disposition, donc AD. Et donc, on choisit ce qu'on veut faire. On a le créneau, donc c'est à partir de 17h. On a l'alarme qui sonne en gros dans la caserne qui nous dit qu'on a le droit d'aller en sport et on fait ce qu'on veut en sport. Après, il y a d'autres casernes où ça va être peut-être sport dirigé, mais moi, ma caserne, c'est comme ça. Et du coup, c'est à ce moment-là où moi, je vais faire mon entraînement plus ou moins long et où je vais faire trembler la caserne. Est-ce que tu as déjà initié des potes à toi, pompiers, au CrossFit, du coup? Oui, À te voir faire tes trucs de fou furieux tout seul dans ton coin. oui. Alors, souvent, hein, je leur adapte un WOD avec le matériel qu'on a. Mais moi, en tout cas, à ma caserne, tous les mecs, ils savent plus ou moins le niveau que j'ai. Du coup, parfois, ils ont peut-être pas trop envie de déranger pendant l'entraînement, mais moi, bien au contraire, j'aime bien quand ils viennent s'entraîner avec moi. Moi, je leur adapte bien sûr le training. Mais bon, c'est vrai que parfois, je les mets vite dans la zone rouge, et ça, c'est vrai que c'est cool. Mais ils en redemandent toujours, et donc ça, c'est pas mal. Mais autrement, initié, il me semble que je les ai ouais, initié 3 qui se sont inscrits dans des box dans leur ville. Donc, du coup, c'est quand même assez cool. Et parfois, ils viennent s'entraîner avec moi si on est garde ensemble et qu'on peut s'entraîner ensemble parce que peut-être que lui va être à l'ambulance, moi au fourgon ou peut-être à l'inverse. Et du coup, on peut pas tout le temps s'entraîner ensemble comme on veut, suivant les services opérationnels qu'il y a à côté. Donc voilà, mais bon, après souvent, je finis quand même ma séance tout seul dans la remise et voilà, les autres, ils sont partis. Est-ce que tu as déjà eu à faire un WOD de qualif à la caserne, du coup? Enfin, parce que tu fais quand même pas mal de compètes, alors Ouais. j'imagine que ça s'est peut-être déjà produit. Oui, j'ai fait un WOD de qualif, j'ai fait le 20.1, celui avec les les grands to overhead et le burpees facing bar, les 10 tours ou 8 tours, je sais plus. Enfin, celui, il avait vraiment fait mal. Je m'en souviens, je l'ai fait dehors, tranquille. Il y avait besoin d'une barre de poids une barre à 40 et de faire les burpees. Du coup, j'avais tout à la caserne et j'étais de garde, donc il fallait que je refasse le WOD, je m'en souviens. Donc, je l'ai fait à la caserne. Heureusement que ça n'a pas décalé. Donc, ça, c'est nickel. Et ensuite, j'ai fait aussi un des WOD des French avec pull-up et thruster. Je me souviens plus le format. C'était des thrusters à 60, je m'en souviens. Et c'est tout ce que j'ai fait en WOD de qualif, en tout cas à la caserne. Ouais, c'est déjà bien. C'est Ah déjà oui, bien. oui. Du coup, ça ressemble à quoi une semaine type pour toi, à peu près? Alors là, enfin, j'ai pas vraiment de semaine type parce que tout dépend en fait de mes jours de garde.
Les gardes, ça peut aller de 24, 48 à 72 heures. Voilà, donc après, est-ce que je vais avoir 48 heures, 72 heures de repos derrière? Je sais pas. Du coup, en fait, moi, ma semaine, c'est plus, on va dire, le mois qui va être, comment? Quand je vais décider mon mois. En gros, j'ai, mon planning du mois d'après, donc là, on est en mars et on est le combien? On est le On est 21 le 21. mars. On est le 21 mars. Donc là, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu mon planning pour tout le mois d'avril. D'accord? Donc en gros, là, j'ai envoyé mon planning à mon frère qui, lui, va s'adapter par rapport à mes jours de garde et mes jours de repos et par rapport à quel véhicule je suis, si j'ai une veillée la veille, etc. pour pouvoir me mettre mes trainings, mes jours de repos, etc., etc. En gros, j'ai pas vraiment de semaine type, mis à part, oui, peut-être que si je travaille, enfin, j'essaye d'avoir le jeudi et dimanche en rest day, comme tout le monde, comme dans le monde du CrossFit, on va dire. Mais si je peux pas parce que mes semaines enfin mes jours de garde tombent sur des jours où je peux pas être en rest day, du coup, je vais déplacer mon rest day ou déplacer un entraînement à ce jour-là. D'accord? D'accord. Tu parlais de ton frère, du coup, c'est quel est le rôle de ton frère dans tout ça, dans ton organisation? Le rôle de mon frère, c'est coach. C'est mon frère qui Ah, d'accord. m'entraîne depuis, D'accord. depuis que je suis parti à Berlin en 2018. D'accord, oui, donc ouais, alors effectivement, c'est pour ça qu'il a besoin de connaître tous tes horaires et tout. Je Ouais. pensais, comme tu avais parlé de véhicules, dans ma tête, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'occupe des conduites? Est-ce qu'il fait... Donc non, c'est un peu plus, ça va plus loin que ça. Oui, Ok. oui. Pas trop difficile de s'entraîner en famille? Parce que je sais qu'il y a... Alors, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent avec, entre guillemets, des coachs qui sont pas connus, mais justement parce qu'ils ont peut-être une relation un peu plus proche. Euh, Est-ce que c'est facile de s'entraîner ou d'être entraîné par son frère? Qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui est moins cool? Alors c'est bon, bah, déjà c'est cool, ça c'est clair et net, voilà, c'est mon frère. J'ai un bon rapport avec mon frère, je m'entends très bien avec mon frère, même s'il est plus jeune que moi. Moi j'en ai 24, lui il en a 21. Hem et en fait, bah, déjà c'est mon frère, donc il me connaît très bien, par cœur même, voilà. Donc ça, il connaît mes points forts et mes points faibles, il sait quand ça va, il sait quand ça va pas. À mon frère, je lui dis quand ça va pas. Je lui dis OK, c'est reçu ou ta gueule, tu me fais chier quand ça va pas aussi. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de filtre en fait avec mon frère. C'est ça qui est bien. Et ensuite, ce qui est un gros point positif, c'est que mon frère il s'adapte toujours. Si j'ai un souci, à la caserne, du coup que je lui, il m'a prévu la prog pour la semaine, enfin pour même le mois. Il m'a prévu, la programmation, je dis une bêtise, je suis de garde le mercredi et jeudi. Il m'a prévu un training le mercredi et jeudi quand je suis de garde. Le mercredi dans la nuit, je fais une grosse intervention, ça décale, je dors, 0, mais je dors pas. Et du coup, le jeudi, là, je vais lui dire: «OK, bon, ben en fait», et je l'appelle direct, donc c'est ça ce qui est assez bien. «OK, jeudi, Baptiste, là, je peux pas m'entraîner, j'ai pas dormi de la nuit, du coup, déplace-moi la séance ou enlève-moi, adapte-moi, enfin, fais ce que tu as à faire, quoi». Et ça, c'est un gros point positif, en en ayant mon hygiène de vie, en gros, parce que je me vois mal, moi, par exemple, payer une programmation, pour tout le monde, on va dire, et enfin, qui, en fait, s'adapte pas à l'hygiène de vie de chacun. Moi, ma programmation, elle est adaptée à moi. Mon frère, il entraîne que moi et il est à 100 sur moi. Et ça, c'est quand même, un privilège, on va dire. En tant qu'athlète, c'est quand même assez cool. Ouais, ouais, c'est clair que c'est un luxe, hein, parce qu'effectivement, en plus, si vous avez trouvé bon, le juste milieu pour bien échanger, etc., c'est ouais, c'est clair que c'est un luxe, c'est top. Ouais. Du coup, c'était une question que j'allais te poser, hein, de toute façon, est-ce que tu avais une programmation en particulier, mais du coup, t'as
tu as bien répondu. Du coup, je passe à ma question suivante qui est encore un peu sur ton hygiène de vie, hein, mais Ouais. comment tu fais avec toutes tes contraintes pour gérer ta nutrition? Alors la récupération, du coup, tu as donné déjà quelques pistes, mais niveau nutrition, du coup, comment ça se passe? Alors, niveau nutrition, qui est aussi un des 3 points pour moi, je pense, qui est quand même assez important, hein, parce que si on met de l'essence dans un diesel, ça va pas fonctionner. Du coup, nous, c'est l'alimentation qui va nous faire le gain d'énergie. Du coup, moi, à la caserne, en fait, je me fais livrer des plats que je commande du coup le vendredi pour toute la semaine d'après, donc suivant mes gardes. Et voilà, j'essaye de manger le plus sainement possible. Au début, je faisais mes plats, j'emmenais à la caserne, mais avec la glacière dans le train, les allers-retours que je fais, enfin, ça m'a vite gonflé. D'avoir toujours une glacière à la main, c'est vite, vite embêtant dans le métro, etc. Enfin, la galère. Du coup, voilà, j'ai décidé de me faire livrer des plats à la caserne. Ok, c'est un budget, mais malheureusement, parfois, en tant qu'athlète, il faut faire des sacrifices. Donc voilà, après moi, c'est mon délire, on va dire. J'aime bien manger et je le ressens énormément aussi sur la fatigue, depuis que je commande et que j'arrête de faire mes plats. Heu et puis voilà, donc ça, c'est mon hygiène, en gros, de la caserne. Je mange pas les plats, qui nous sont, emmenés, à la caserne. D'accord. Enfin, les gens cuisinent pas dans ta caserne, du coup. C'est on vous... On a une cuisine, à la caserne. Par exemple, le matin, je fais cuire mes œufs à la cuisine, et cetera, et cetera. Mais on a ce qui s'appelle, les soupes, donc les soupes qui nous sont livrées, et qui sont faites, ce qu'on appelle au PC de compagnie. En gros, on revient à ce que je t'ai dit au tout début, on a des groupements, des compagnies et des CS, d'accord? Chaque compagnie a tant de CS et en fait, la compagnie a un centre de secours principal et c'est là où il y a ce qu'on appelle le CDU, donc en gros, c'est le commandant d'unité si tu préfères. Et c'est ici où les soupes sont faites, où c'est la cuisine principale et ensuite ils sont dispatchés dans les CS avec ce qu'on appelle un soupier. Voilà. Alors j'ai une autre question pour toi qui est un peu plus d'ordre... Comment? Je sais pas, ça va te faire rire, mais c'est très, très classique aussi. Est-ce que le CrossFit te permet d'être un meilleur pompier? Voilà, une meilleure personne, hein, CrossFit, ils aiment bien dire ça comme ça. Et à l'inverse, est-ce que tu trouves que ton métier, ouais, donc être pompier, ça t'aide à être un meilleur crossfitter? C'est philosophique. Ouais. Alors, donc, déjà, première question. Donc, le CrossFit m'aide pas à être un meilleur pompier. Ça, on peut tous, sans faire de CrossFit, être un bon pompier. Parce qu'on fait pas mal d'heures de sport dans la journée, hein. Ça, qu'on soit bien, bien clair. Mais en tout cas, moi, de ce que je sais, le CrossFit m'aide beaucoup dans mon métier. Je vais faire vite. Donc moi, ma spécialité, c'est remisard. Donc quand je conduis le fourgon, le fourgon permet d'envoyer l'eau aux mecs qui sont à la lance. Pour alimenter le fourgon, on a ce qui s'appelle des dévidoirs. Il faut parfois le tirer sur 200 mètres avec des tuyaux qui sont assez lourds. Et il faut le faire très rapidement pour que les mecs aient de l'eau au plus vite pour éteindre le feu. Donc ça, par exemple, tirer le dévidoir, si on n'est pas sportif, on va mettre très longtemps et ça peut nous sécher en 2 minutes, clairement. Tirer 200 mètres de tuyau, revenir les 200 mètres, peut-être repartir parce que si on a oublié un truc, voilà. Parce qu'avec la lucidité, parfois, c'est compliqué. Mais ça, c'est un gros point, par exemple, sur le cardio, le fractionné, que le CrossFit a pu m'apporter. Et en tout cas, je le vois dans mes capacités physiques. Et je suis capable aussi de courir 10 km le matin quand on part de courir 10 km. Je suis les mecs. Il y a des mecs qui font peut-être que de la course à pied et pourtant j'arrive à les suivre.
OK, peut-être qu'ils vont mettre une pilule ou qui vont être beaucoup moins essoufflés, on va dire, que moi. Mais en tout cas, je lâche pas et j'y arrive, très, très bien. Ça, c'est un premier point. Ensuite, les pompiers, du coup, pour le CrossFit, qui m'aident à être un meilleur athlète, enf la fatigue, en fait, m'aide pas du tout. Heu, Elle limite, ma progression. Voilà. Je sais pas quel athlète je serais si j'étais pas pompier à côté. Si j'étais encore plus, à 100 dans le CrossFit, ça je le sais pas. J'ai de la chance de faire mes 2 passions, une qui impacte plus que l'autre, niveau fatigue, ça c'est sûr. Mais le métier de pompier dans le CrossFit pourrait m'apporte en tout cas plus de raisonnement, on va dire. Ouais, Je vais prendre, la chose, peut-être un peu plus, «à la légère» entre guillemets, mais je vais savoir je vais quand même, être capable d'analyser la situation. Donc là, la situation, en gros, ça va être un WOD. Je vais arriver à me mettre, comme dans une intervention peut-être, me mettre un peu en recul, analyser la situation et me dire: «OK, il faut que je fasse ça, 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 au mieux» et ensuite je me lance dans la situation. Donc en gros, je me lance dans le WOD. Là, je peux c'est Là, c'est le premier truc qui me vient, à l'idée. Après en soi, je vois pas vraiment ce que les pompiers auraient pu m'apporter dans le CrossFit. C'est plus, l'inverse, c'est le CrossFit, qu'est-ce qu'il m'apporte dans les pompiers. Je sais pas si j'ai été a assez clair pour toi, Cyrielle? C'est quand même, 2 questions qui sont assez, compliquées, j'avoue. Donc j'espère que j'ai été assez clair, sur ces points. Non, non, super, mais j'avais un peu ça en tête, hein, je t'avouerai forcément, parce que on parlait tout à l'heure, tu vois, de prendre du recul, d'avoir quand même du self-control ou de la gestion du stress. Et comme forcément les athlètes sont hyper exposés au stress sur plein de points, hein, que ce soit le jour de la compète, quand tu es stressé parce que voilà, il y a l'adrénaline, ou même le stress de la comparaison un peu constante, quoi. Quand tu es un athlète de haut niveau, tu dois regarder le classement beaucoup plus qu'un athlète qui s'entraîne pour le plaisir. Donc, je me disais, est-ce que justement, toute cette partie, voilà, être habitué à de la pression et à rester hyper calme et à gérer tout ça, j'imagine que ça doit être quand même sur le terrain de compète, ça doit être un bon atout, quoi. Ah oui, ça c'est là, tu vois, c'est vrai que tu as explosé l'adrénaline. Les pompiers me provoquent, pas mal d'adrénaline quand il faut partir en intervention, ça c'est clair. Mais comme un WOD me provoque de l'adrénaline quand je suis en compétition, autant que quand je pars en intervention, ça c'est sûr. C'est pas la même adrénaline, on est d'accord, hein. Mais oui, elle est présente et c'est vrai que, du coup, j'aurais peut-être, tendance à mieux encaisser cette adrénaline, parce que dans mon métier, j'en ai pas mal. Donc Ouais, t'es oui, habitué. c'est vrai, là, tu as tout à fait raison. Et sur le mental, justement, est-ce que pour toi, le fait de t'entraîner dans des conditions, alors je vais dire très différentes, mais pour toi, peut-être que tu le perçois pas comme ça, parce que tu vas dire au final, tu as 2 endroits où tu t'entraînes, ce qui est pas encore non plus 10, quoi, tu vois. Mais bon, tu t'entraînes jamais forcément à la même heure, peut-être jamais au même endroit exactement, dans la caserne, en fonction du matos, de l'ambiance qu'il y a autour de toi, si tu es tout seul, si vous êtes 10. Est-ce que tu vois, le fait de t'entraîner avec toutes ces variables, tu dirais que c'est un atout ou l'inverse? Alors, moi, je dirais que c'est un atout, clairement. Parce qu'une compétition, on n'est pas, quand on arrive à une compétition, c'est pas du tout les mêmes situations. Chaque compétition sont totalement différentes. Du coup, il faut s'adapter à chaque fois dès le début, dans la compétition. Donc ça, c'est vrai que moi, je m'entraîne, du coup, dans la remise, par exemple, l'hiver, il peut faire, froid. Je m'entraîne pas sur, du sol, sur des dalles en caoutchouc, je m'entraîne sur du béton. Le sol à la caserne, il est pas droit, comme il faudrait. Parfois, je suis tout seul, à côté des camions. Parfois, le camion, il démarre, tu respires le pot d'échappement. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que quand je viens, du coup, à mon garage gym, tu ressens un certain confort et là, déjà,
rien que ma caserne, mon garage gym, tu sens déjà encore une envie de t'entraîner totalement différente. Même si je suis tout seul dans mon garage gym, je rentre, j'ouvre la porte, même si c'est l'hiver, il fait froid, je mets un pet de chauffage, il fait chaud en deux. Tu sais, je suis dans un autre état d'esprit que si j'étais à la caserne. En fait, à la caserne, c'est que ben, ça peut décaler à tout moment. Du coup, je me dis, attends, je vais me chauffer. Peut-être pendant mon échauffement, ça va décaler. Peut-être que quand je vais commencer à faire des barres et à commencer à un peu être chaud, ça va décaler. Du coup, ça va servir à rien. Et qu'à la maison, je suis un peu plus tranquille. Et en compétition, ben, du coup, j'arrive et en fait, je vais adapter la situation de la compétition ou l'endroit de la compétition, sur quoi on va lifter, sur où on va WODer, la chaleur, je sais pas moi, plein de choses. Je vais peut-être m'adapter un peu plus vite, oui, ça c'est sûr. Ok. Je passe à des questions un petit peu plus sur tes objectifs maintenant. Donc on a balayé toute la partie pompier. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé déjà du changement de format des Open cette année? Et dans quel état d'esprit tu les as abordés? Entre le Covid, le changement de format, enfin bref, toutes ces grandes nouveautés. Alors je t'avoue, au début, j'ai strictement rien compris. Je comprenais pas le format, j'arrivais pas à piger le truc. Du coup, je me suis renseigné et du coup après au final, j'ai compris le truc, donc il y a les Open, ils prennent les 10 européens qui vont en quart de finale. De ce que j'ai compris, ils prennent du coup après au quart de finale les 30 premiers européens qui vont en demi-finale, et cetera. Donc ils ont totalement changé le règlement par rapport en 2019 parce que du coup 2020 il y a rien eu. Moi j'ai perçu ça comme, bon, j'ai dit: «OK quoi, de toute façon, on a beau dire, on a beau râler, ça va pas changer le truc, hein, Dave Castro il va pas nous entendre, hein». Donc ça c'est clair. Moi en tout cas, je pense que ça va donner, des opportunités à d'autres personnes de pouvoir faire, un niveau de compétition peut-être plus élevé que les Open ou que des compétitions, des petites compétitions, bah, en France par exemple. Donc ça peut être pas mal et du coup à se mesurer avec d'autres personnes, européens qui peut-être, avant ne l'auraient jamais fait. Donc ça je pense que c'est un bon point et ça peut ouvrir des portes à pas mal de choses, je pense. Après, ça reste une compétition, en ligne, et non une compétition réelle, on va dire. Donc ce qui veut dire que là, on a par exemple, on a un WOD, bon après ça a toujours été les Open, mais on a un WOD à faire en vendredi, samedi, dimanche, lundi, en 4 jours. Que souvent en compétition, c'est celui qui va finir premier. On va vraiment voir son fitness en gros, et ça va être 5 à 6 WOD en 2 jours, quoi, voire même 7. Et donc là, c'est autre chose. Mais déjà, c'est un bon début parce que là, il va y avoir pas mal de monde qui vont aller en quart de finale, je pense. Pas mal de Français et tout, donc ça va être cool. Le drapeau, il va être bien représenté. Et du coup, là on va avoir, bah, il me semble que ça dure un week-end. Et il me semble qu'on va avoir, pareil, 4 ou 5 WOD en week-end. Si je me trompe pas, je suis pas sûr à 100% par contre. Écoute, je crois que c'est à peu près ça. Je sais pas si c'est qu'un seul week-end ou deux. Je t'avouerai que je me suis pas renseignée plus que ça. Mm. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a plusieurs WOD en peu de jours. Donc déjà, ça change un peu de la première phase d'Open qui est habituelle, avec un WOD en 4 jours. Et même le format, entre guillemets, des compétiteurs, parce que du coup, au lieu de passer 2, 3, 4 fois ou même plus, comme certains athlètes le font parfois, quel que soit leur niveau d'ailleurs, là, ce sera quasiment du one shot, parce que ben, si tu as 4 WOD à faire en 2 jours, par exemple, bon, ben, tu peux les faire 2 fois chacun, hein, mais ça devient vraiment un volume d'entraînement sur peu de jours hyper intense. Mm. Ou alors ça veut dire que tu vas pouvoir refaire que ceux sur lesquels t'as vraiment pas été bon, ou sur lesquels tu penses que, ou voilà, tu t'es trompé dans les standards, ou que sais-je, qui nécessitent vraiment d'être refait en priorité. Mais, euh, mais oui, là, je trouve qu'il y a un peu moins cette possibilité de passer, passer et repasser, ce qui sera un peu mieux, je pense. Ouais, c'est ça. Mais là, du coup, on verra en gros comme c'est une compétition réelle, parce que là, du coup, ils ont adapté aussi. Je pense qu'ils ont adapté aussi le format cette année par rapport à la situation actuelle. En fait, ils se sont adaptés. Ils ont dit bon, ok, je pense qu'il va pas.
ne pas avoir la possibilité de faire des compétitions ou des sanctionnales comme on a fait l'année dernière, enfin en 2019. Du coup, même au début 2020, pardon, même, il y avait des sanctionnales début 2020. Mais du coup, ils ont dit, ok, ben, il va falloir faire un truc en ligne parce qu'il n'y aura que ça. Du coup, ils ont changé le règlement et au final, ils ont quand même bien réfléchi. Et du coup, ces quarts de finale, comme on le disait là, ça va être comme si on était en compétition réelle. C'est pas grave, on sera à la maison ou dans une box et on sera filmé, peu importe. Mais il y aura quand même ce format-là, en gros, de 5 WOD en 2 jours, qui est totalement différent que 1 WOD en 4 jours. Ouais. Ouais, et puis ça risque encore de changer dans les années qui arrivent, hein, parce qu'effectivement, là, c'est une adaptation aussi qui est très certainement guidée par le Covid, hein. On verra si l'année prochaine, il n'y a pas toute une phase qui pourrait aussi être faite en physique, ça j'en sais rien, mais je serais pas surprise que ça change à nouveau, quoi. Totalement, là, ils vont s'adapter par rapport à la situation, comme j'ai dit. Après, peut-être que bon, après, j'y crois moyen que l'année prochaine, ça sera fini, cette situation bien triste, malheureusement. Mais peut-être que sais-je, dans 2, 3, 4 ans, peut-être qu'ils vont remettre les regionals, peut-être qu'ils vont repasser à l'ancien système avec les sanctionnals. De toute façon, on verra bien. Il faut s'adapter à la situation. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est clair, pas le choix. Et du coup, toi, à titre perso, c'est quoi tes objectifs cette année? Et comment toi tu l'as vécu un peu le fait d'avoir toutes ces incertitudes sur les calendriers, des compètes annulées, des changements, d'avoir certainement dû mettre du temps avant de savoir réellement ce qui allait se passer, quoi. Alors, enfin, moi, mes objectifs, déjà, j'aimerais bien finir dans le top 10 français. Voilà. On va pousser un peu plus le truc dans le top 5 français. Donc ça serait mon objectif vraiment ultime. Après, bien sûr, d'aller en quart de finale et de pouvoir faire un truc cool en quart de finale. Pour le moment, là, il y a les Open. Je me fixe les Open. Je fais les WOD à 100% et on verra ce qu'il y a après. Moi, mon objectif, pour le moment, bon, là, on est dimanche 21 mars, c'est le 21.2. Ça, c'est mon objectif maintenant. La semaine prochaine, ce sera 21.3. Et après le 21.3, on verra ce que y aura. Et du coup, je me fixerai un nouvel objectif. Je pense pas trop au, au truc d'après, on va dire. Parce que sinon, je m'éparpille beaucoup dans ma tête et après, je pense à trop de trucs et ça va pas. Mais concernant les annulations, comme tu l'as dit, et le changement de date, etc., ça, c'est vrai que ça a été un peu problématique, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que on a des vacances comme tout le monde en tant que pompier. Et du coup, nous, il faut les poser au mois de novembre de l'année d'avant. Il faut poser tous nos jours donc par exemple 2021. Tous nos jours, il faut les poser en novembre 2020. Donc en novembre 2020, en gros, il faut savoir tout ce qu'on va faire en 2021. Et moi, en tant qu'athlète, ça, c'est très compliqué. Du coup, savoir, moi, j'ai un chef de centre qui comprend la situation et aussi mes camarades qui comprennent la situation et qui me soutiennent dans mon sport et mes compétitions. Donc ça, c'est assez cool. Du coup, moi, j'ai attendu jusqu'à temps qu'il y ait l'annonce de la date officielle des Open. Donc, je pense qu'il a été au moins fin janvier ou début février, je sais plus. Et ensuite, là, j'ai posé mes vacances pour le mois de mars, donc 3 semaines. Et ensuite, là, j'attends, par exemple, j'attends de savoir à la fin de ces 3 semaines si je suis qualifié en quart de finale ou pas pour pouvoir poser des vacances en quart de finale. Et je pense que malheureusement, cette année, je ferai comme ça pour me libérer pour les compétitions, parce que ça, c'est assez problématique. Et puis voilà. Ouais, ouais, en termes de visibilité, c'est compliqué, quoi, hein, c'est Ouais. clair. Donc, C'est ça qui. En gros, cette année, ça a tout cassé, quoi. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Quand il y avait les sanctionnals, même par exemple, tu vois, les French, à chaque fois, c'était à peu près la même période et la même date durant les années. Du coup, là, je sais que à cette période, je pouvais poser mes vacances.
Du coup, je l'ai posé et en fait, c'est juste, là, la situation dans laquelle, le monde est du moins confronté, qui a tout chamboulé et du coup, pour un athlète et je pense que je suis vraiment pas le seul, c'est vrai que là, c'est assez compliqué pour gérer un peu tout, gérer, le budget aussi, hein. Donc il faut savoir, bon OK, là, il va me falloir tel budget, enfin il faut c'est parce que ça coûte, pas mal d'argent, hein, de partir en compétition aussi et bien sûr après, savoir gérer, l'entraînement pour lui, le coach, savoir qu'il gère, OK, là, on va être en période, plus axée, peut-être force. OK, là, on va être, tranquille. OK, là, on va accélérer et ça, c'est vrai qu'aussi c'est assez, problématique du coup parce que même, l'athlète, il sait pas trop, qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on va? Du coup, Hmm. voilà. Et comment tu choisissais du coup tes compétitions par ailleurs avant? Parce que tu avais forcément, enfin il y a quand même énormément de compétitions, que ce soit en France ou même en Europe, il y a énormément de compétiteurs également. Comment tu choisis sur lesquels tu vas et sur lesquels, voilà, pas forcément? Je choisissais, suivant les dates en fait et suivant les mois où ça tombait. Là où je pouvais, me rendre, disponible, par rapport, à mon métier en fait. Si par exemple, je dis une bêtise, j'ai une compétition, il y a une compétition, je sais pas, début juin et fin juin, ce sera pas possible. Parce que je peux pas poser un mois entier pour être, optimal. Je peux pas poser un mois entier et du coup faire plus rien de l'année. Du coup, j'essayais de répartir le calendrier des compétitions, dans l'année, suivant les dates qui tombaient. Donc par exemple, 2020, il y avait, les Strength in Depth en fin janvier. Après, j'avais l'Australie début mars, tu vois? Donc là, c'était possible. En gros, je me laisse, 1 mois, d'intervalle et c'est comme ça que je gère, un peu le planning, des compétitions. Tu parlais un petit peu du budget juste avant aussi, parce que tu dis que c'était assez cher. Est-ce que tu as des sponsors, toi, qui te suivent sur ton parcours? Oui, j'ai la chance d'avoir, des sponsors qui m'aident, comme ils le peuvent dans mon parcours. Mais après, malheureusement, je suis pas un athlète professionnel. Donc, du coup, il y a de l'argent qui sort, de ma poche et ouais, ça c'est un certain budget de partir en compétition. Ça, il faut vraiment, faut le savoir, quoi. C'est même dans je pense dans tous les sports, faire un sport à haut niveau coûte, maintenant beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un Hmm. investissement. Après on le fait, enfin on le fait pas à contre-cœur, hein, parce que moi c'est ma passion donc mon argent si je le dépense pas, ça sert à rien que je travaille, quoi. Je travaille, je gagne de l'argent, voilà, je dépense, mon argent dans ma passion donc le CrossFit. Non, mais t'as raison, on a discuté avec plusieurs athlètes aussi hein, sur le podcast déjà. C'est vrai que, et je pense que ça va pas aller en s'améliorant, même si il y a une différence entre ce qui va se passer et ce qu'on aimerait qu'il se passe. Hein, mais effectivement, il y a le sport français, et encore le CrossFit, c'est encore différent parce qu'il n'y a pas de fédération, mais le sport français, il est de moins en moins subventionné. Donc ça veut dire que les athlètes, quel que soit leur niveau, hein, même à haut niveau, hein, il y a d'ailleurs des images toujours un peu choquantes où tu vois des gars qui sont champions d'athlétisme et qui ont des pompes dégueulasses parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas le budget pour s'en racheter. Tu as de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui travaillent à côté et qui prévoient entre guillemets déjà même un peu l'après-carrière en ayant déjà leur job, etc. Quoi. Et moi je le vois parce que ce soit en crossfit ou même en haltéro, j'ai vu beaucoup de gens faire l'inverse en fait, tu vois, avoir un job qui était rémunérateur ou même qui pouvait leur plaire, tu vois, et tout arrêter pour se lancer dans le crossfit et finir du coup limite alors c'est pas les 6 premiers mois ou la première année hein, en général ça prend quelques années mais tu sens que voilà y a plus de budget, il y a plus de thunes dans les caisses donc il y a pas de projet perso possible parce qu'il y a Mmh. plus assez de thunes et du coup ça crée aussi un stress, ça peut créer un mal-être et en fait ta carrière elle prend pas le tournant dont tu as rêvé parce que au final c'est hyper compliqué. Donc en fait, je pense que voilà, de plus en plus, les athlètes vont être obligés de gérer cette double vie, cette vie professionnelle et cette vie athlétique,
et être contraint vraiment de faire les bons choix sur les deux domaines pour qu'il n'y ait pas un pan de leur vie qui nuise à l'autre, quoi. Mais avant, c'était pas ça, quoi. Avant, t'étais dans un Krebs ou t'étais à l'INSEP ou autre, et voilà, t'étais là que pour faire ce que t'avais à faire. Et de plus en plus, tu as des athlètes en fait voilà, hyper impliqués dans tout le processus. Et à la fois, je trouve que c'est bien parce que tu chies un peu moins ton après-carrière. Tu te retrouves beaucoup moins à 30 ans, 35 ans avec zéro diplôme et pas de perspective, à pas forcément savoir ce que tu veux faire après, avec du coup des phénomènes qui sont prouvés, hein, de dépression, etc. Donc au moins en ça, c'est bien, mais c'est clair que ça doit être un sacré challenge, hein. Ouais. Non, mais oui, là, de toute façon, tout ce que tu dis, je pense que même un citoyen, entre guillemets, qui n'est pas athlète, le voit au travers des médias. Quand on voit même que des mecs qui vont aux Jeux Olympiques n'arrivent pas à être subventionnés, voilà, il y a un problème, quoi. C'est dommage. Parce que même là, tu vois, enfin, hier, j'ai vu vite fait un truc à la télé, un mec qui fait du ball trap, qui demandait à sa commune de l'aider pour qu'il puisse pratiquer son sport, et parce qu'il allait être à une compétition, je sais pas si c'est les Jeux Olympiques, je sais pas s'il y a le ball Je crois que trap aux c'est. Jeux Ouais, je l'ai Olympiques. vu. C'était au JO, ouais. Et il expliquait que une seule cartouche coûte 40 centimes, C'est ça. et qui doit s'entraîner quotidiennement et que sans aide, ben, pas d'entraînement, tout simplement, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, tu vois, il a demandé à sa commune de l'aider. Le boulanger, il a fait une cagnotte. À chaque fois qu'il vendait une baguette de pain, il mettait 10 centimes dans la tirelire pour aider le mec. Au bout d'un moment, après, c'est dommage qu'on en vienne à là. Enfin, là, par exemple, ce mec, bah, le pauvre, ça peut peut-être le décourager de partir en compétition ou de pratiquer son sport qu'il aime à haut niveau, alors qu'il a peut-être des capacités de ouf. Donc c'est quand même assez dommage. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est hyper dur à comprendre. Après, comme tu disais tout à l'heure sur ton rythme de vie, c'est un peu la même chose. C'est que, ben, bon, il y a ce qu'on aimerait, et puis plus vite on se fait à l'idée que c'est comme ça, mieux c'est. C'est dur à accepter, mais en tout cas, plus t'es dans la rancœur ou le côté un peu aigri qu'on peut avoir de c'est pas normal. Bon, bah voilà, c'est pas normal, mais ça t'aide pas à avancer non plus. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a des athlètes qui le font très bien maintenant, qui arrivent à trouver un équilibre entre job et vie sportive, mais forcément, ça implique d'avoir des rythmes de vie souvent de fou. Et c'est pas toujours juste vis-à-vis des athlètes que tu peux avoir en face de toi, parce que ben, forcément, quelqu'un qui a des super conditions, ben, t'es pas vraiment à armes égales, ou à prépa égale en tout cas. Après, en France, c'est un peu différent, parce que comme il n'y a pas de pro vraiment, de toute façon, les athlètes français, globalement, ils vivent un peu la même galère potentiellement que toi. Ou alors des fois, t'en as, voilà, qui plaquent tout pour devenir athlète de haut niveau, ou voilà, ils se disent je vais passer un diplôme de coach sportif, comme ça je pourrais m'entraîner dans ma salle tous les jours. Mais bon, ça c'est pareil, je pense que ça dure quelques années maximum, mais pas pour toujours, quoi, parce que c'est pas, voilà, c'est pas un but en soi, quoi. Et puis Ouais. surtout, si demain tu veux t'acheter une baraque, tu veux voyager, tu veux avoir une famille, etc., je trouve quand même qu'il y a une réalité qui fait que, voilà, sauf si tu gagnes très très bien ta vie, tu peux pas être partout, quoi. Ouais, tout à fait. Tu vois, enfin, un jour, il y a une question qui m'a été posée, et qui m'a dit, enfin, il me dit, ouais, Romain, bah, qu'est-ce qui te manque pour devenir pro? Euh, j'ai dit, je peux pas, en fait, je peux pas devenir pro parce que le CrossFit, il va pas me nourrir, en fait. Il faut que j'ai une rentrée d'argent pour que je puisse me nourrir. Du coup, voilà pourquoi je peux pas devenir pro et développer mes capacités à 100%, parce qu'il faut que j'ai un travail derrière. Et du coup, voilà, quoi, ça revient un peu à ce que tu dis, tu vois. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et non, il me reste deux petites questions. Ouais. Une classique et l'autre, pareil, un peu plus philosophique. Alors, l'avant-dernière, bon, toi, tu es habitué à vivre un peu au sein d'un collectif. Est-ce que tu as déjà pensé, alors peut-être pas pour maintenant, peut-être pour la suite de ta carrière, à faire des compètes par équipe? Ou est-ce que tu en as déjà fait en fait, hein? Je connais pas tout ton parcours par cœur, donc ça se trouve, tu vas me dire que tu as déjà fait. Alors, j'en ai déjà fait, oui. Bah, j'en ai fait une grosse, donc c'était les Wodapalooza. J'ai fait en équipe avec Alexandre Jolivet et Quentin Antoine, où on a fini deuxième en catégorie RX. Donc c'était cool, c'était une chouette expérience.
on a fait des trucs, c'était trop bien, quoi. En équipe, c'était pas mal. Après, là, pour le moment, je suis dans la philosophie d'être en individuel. J'ai toujours plus ou moins pratiqué des sports individuels, hein. J'ai commencé par le tennis, donc tu vois, j'ai fait. Et là, j'étais tout seul, je faisais pas de double ou ni rien, j'étais tout seul. Parce que peut-être que sur le moment de la compétition, en fait, le taux d'adrénaline va me faire crier ou des trucs comme ça, dire des choses que je ne pense absolument pas, quoi. Et du coup, ouais, c'est vrai que je suis un peu, quand j'ai le taux d'adrénaline qui est à 200%, dans un WOD, je suis un peu. Enfin, j'ai pas le sourire comme, comme sur les stories, quoi. Du coup, c'est pour ça que en team, pour le moment, c'est un peu compliqué, je pense, pour moi, parce que j'arrive pas à me canaliser encore. Donc voilà. Mais le jour où peut-être où j'arriverai à me canaliser et à m'entraîner avec d'autres personnes, etc. Parce que là, pour le moment, bah, je suis tout seul dans le garage. Et puis, vu la situation maintenant, ça va être compliqué de s'entraîner avec d'autres personnes. Pour le moment, j'ai l'impression. Donc ça, c'est assez compliqué. C'est même chiant, on va dire. Parce que c'est bien de s'entraîner aussi avec des copains. Même si on est un athlète individuel, je m'entraîne avec d'autres gens, hein, je te rassure, hein. Je suis pas du tout fermé, bien au contraire, hein. Et du coup, pour le moment, non. Mais je suis pas fermé à l'idée. Voilà. Il faut juste trouver une bonne, enfin, c'est bon camarade, quoi, parce que une équipe, et je pense qu'on le voit au travers des grandes équipes comme Mayhem ou quoi que ce soit, les mecs, ils se connaissent de A à Z et ils connaissent la faiblesse de chacun, les points forts de chacun, et c'est ça qui fait une équipe. Donc voilà, il faut que tout le monde se rende disponible, etc. Et c'est compliqué ça à trouver. Et du coup, tu crois à cette possibilité de faire éventuellement une équipe de bon niveau alors que chacun s'entraîne séparément? Ah oui, ça par contre c'est possible. Il faut juste se donner les capacités ben, par exemple, le week-end. Malheureusement, ben voilà, la compète arrive, mais ce week-end-là, ben t'as un mariage. Ouf, hein, peut-être pas un mariage quand même parce que c'est assez poussé, mais je sais pas, un repas entre potes. Malheureusement, tu vas peut-être annuler le repas entre potes et tu vas aller t'entraîner avec tes coéquipiers parce que la compétition elle est dans 2 mois. Mais ça, je pense que c'est compliqué à trouver. Faut faire, Ouais, faut il qu'il y ait faut faire comme je pense, bah, tous les athlètes me comprendront, hein, ceux qui font les compétitions à haut niveau et tout, il faut faire pas mal de sacrifices derrière. Ça, on le voit pas sur les réseaux ou quoi que ce soit. Mais il faut faire beaucoup de sacrifices. Et du coup, en équipe, il faut trouver d'autres personnes qui sont capables de faire beaucoup de sacrifices aussi. Et là, entre guillemets, je pense qu'il y a moyen de faire une grosse équipe. Ouais, faut être en phase sur l'engagement et sur la dispo de chacun, quoi, pour pas que. C'est ça. C'est, je sais pas, j'ai une bêtise. Moi, j'habite à Bordeaux. Il y a, bon, ben, je vais dire Paris parce que j'y vais souvent. Il y a le reste de l'équipe, elle est à Paris. Bon, ben, je vais pas, par exemple, moi qui habite à Bordeaux, je vais pas monter tout le temps à Paris les week-ends. Non, ça va aller dans les deux sens, quoi. Ça, c'est ça qui fait l'équipe. C'est chacun son tour, on se rejoint à un endroit, chacun fait des concessions, et ensuite, je pense que là, par contre, il y a moyen ouais, de prendre plaisir et vraiment du coup, de savourer la compétition et d'envoyer très, très fort. Je t'ai pas posé une question que je pose parfois par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu les utilises régulièrement? En gros, pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est genre pour attirer des sponsors? Est-ce que c'est bah, pour communiquer un petit peu sur tes entraînements, sur motiver peut-être les autres? Quel rapport t'as avec ça? Parce qu'en général, chez les athlètes de haut niveau, ça peut être bah, c'est un peu obligatoire pour choper du sponsor et en même temps c'est un peu toxique parce que ben, voilà, Internet, voilà, et Instagram, on connaît tous les dérives du truc, quoi. C'est quoi ton rapport, toi, à ça? Alors, bon, déjà, je pense que niveau internet, t'en as vu les conséquences. Je suis pas du tout chaud. En fait, j'étais pas. Moi, j'ai créé un compte Insta ouais, je peux même pas te dire quand je l'ai créé. À la base, j'étais pas du tout réseaux sociaux.
J'ai Pour te dire, chez moi, j'ai pas la Play, je joue pas aux jeux vidéo, je déteste ça. Moi, c'est plus aller à la pêche, aller construire des cabanes dans les bois, voilà, ça, c'est mon truc. Du coup, j'ai vraiment mis du temps à me mettre aux réseaux sociaux et en fait, bah, j'ai vu que les gens commençaient à me suivre, parce que, bah, je les motivais. Donc ça, c'est vraiment cool. Motiver des gens, pour, faire du sport, peut-être parce que le mec, il ose pas se mettre au sport. OK, il regarde quelqu'un, il va se lancer dans le CrossFit. Et j'ai déjà eu des cas comme ça et ça, c'est vraiment cool. Des gens qui me disent: «Merci Romain de m'avoir motivé pour entrer, pour faire du CrossFit. Je suis allé à la salle la plus proche de chez moi». Ou alors, j'ai la double facette, donc du coup, je montre aussi mon métier de pompier. J'ai pas mal de jeunes qui me disent: «Merci Romain, je me suis renseigné pour entrer dans les pompiers», et du coup, je fais des vocations et bah, c'est quand même, une fierté, personnelle, de donner, à des gens, cet espoir et qu'on peut réussir. Si on veut, on peut. Donc ça, c'est quand même assez cool. Après maintenant, comme tu dis, les réseaux sociaux, moi, je le fais déjà premièrement pour moi, pour suivre aussi, bah, l'actualité, dans le monde du CrossFit, principalement. Et ensuite, bah, je montre, ce que je peux, de moi, de mes trainings pour montrer un peu ce que je fais, montrer ma vie, ce que je peux montrer sur ma vie. Ça, c'est pas mal. Et après, bah, il faut montrer aussi ce qu'on fait, parce que les sponsors, sinon, bah, ils nous suivent pas, hein, c'est triste à dire, quoi. Ouais, c'est le nerf Mais de la guerre, ouais, c'est le jeu, hein. maintenant, et je pense que, enfin, je sais pas si les gens le savent, mais c'est principalement un sponsor quand on vient le voir, etc., et qui demande pourquoi tu viens me voir, etc. Lui, le sponsor, avant de signer, il va regarder le nombre de follow. Triste à dire. Mm. Du coup, ouais, ça, franchement, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois. Après, il faut pas. Enfin, je m'en fiche un peu. Moi, je fais mon truc. Si un sponsor qui me veut, bah, tant mieux. Là, on va engager une conversation. Si le mec, enfin, un sponsor qui commence un peu à m'embêter ou dire: «Ah ouais, mais t'as pas tant de follow, nani», bon, ça, c'est une mentalité que je rejette complètement, quoi. Parce que quelqu'un peut totalement réussir et pas en ayant 100 000 followers, quoi. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour un sponsor, par exemple. Ah, je comprends. Écoute, moi, j'ai un double diplôme dans la communication et dans le sport, donc je connais très bien le truc. Je donne des cours notamment encore à l'université de communication, des premières années jusqu'à des quatrièmes années. Et on a un cours justement sur le social media, sur l'engagement, on va dire, hein, pour faire simple. Et aujourd'hui, on est en mesure de dire que ce qu'on appelle les nano-influenceurs, donc tu vois, les gens qui vont avoir allez, moins de 10 000 followers, ils sont plus qualitatifs que ce qu'on pourrait catégoriser comme les macro-influenceurs ou les célébrités, donc ceux qui dépassent les milliers ou les millions de followers, tout simplement parce que leur taux d'engagement est meilleur. C'est-à-dire que à publication équivalente, il y a plus d'interaction en fait avec les petits parce que c'est pas fake, parce que c'est sincère, parce qu'on ça discute, c'est la vraie vie, que sur les grands influenceurs qui mettent des photos, voilà, où c'est complètement fake, le discours est bidon, c'est juste voilà pour avoir un peu d'argent. Les agences et les grandes marques le savent et de plus en plus elles tendent à avoir plein de petits influenceurs plutôt que des gros influenceurs. Mais dans le CrossFit, qui est un sport assez nouveau, dans lequel il y a aussi des marques qui sont un peu jeunes, et ben bizarrement, ça reste un peu old school, quoi. Tu vois, on continue à filer du fric à des gens qui sont juste là pour le prendre. Effectivement, ça appauvrit un peu le débat et ça laisse pas forcément la place aux gens qui pourraient enfin, occuper cet espace, à mon sens. Et puis surtout, on a des outils, et moi j'y ai accès voilà, sans aucun problème, et c'est assez rigolo parce que c'est des outils qui permettent en fait d'évaluer la qualité d'une audience. Et donc, moi, je ne vais pas donner de nom, puis ça n'a pas de sens, c'est pas l'objet, mais il y a énormément d'influenceurs aujourd'hui très connus, dont l'immense majorité des followers est achetée, donc elle est payée, et où on sait que voilà, ils ont du follower, mais c'est du vent, quoi. Donc moi, voilà, à titre perso, je suis assez attristée effectivement qu'il n'y ait pas plus de place ou que les marques se tournent pas plus vers les petits.
Et en même temps, bah, le problème, c'est quand les marques, elles se tournent vers les petits, elles t'obligent à faire X publications, mais elles te laissent pas forcément toujours la possibilité de faire vraiment ce que tu as envie. Donc tu te retrouves en fait, à avoir de la thune pour faire des photos de fesses avec des boissons. Et voilà, et au final, t'es un petit, mais tu te retrouves à faire les mêmes conneries que les gros. Donc, ouais, c'est vrai que j'aimerais qu'un jour, ça continue à, tu vois, à évoluer dans le bon sens et que les marques, elles se rapprochent des influenceurs, entre guillemets, avec plus de liberté, des partenariats un petit peu plus, un peu moins commerciaux et avec un peu plus de fond. Mais je pense qu'avec les années, on y viendra parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont de moins en moins envie de voir ça, tu vois. Ouais. Un cul et un code promo. Tout le monde commence à en avoir marre, mais voilà, ça va se décanter et je pense que ça changera avec le temps. Ouais, Enfin, bah, j'espère en tout cas. bah, j'espère, oui. Moi, en tout cas, moi, le premier, tu vois, là, ce que tu dis, voir un cul et des codes promo, c'est vrai que limite, j'aurais tendance Mm. à bloquer la page, quoi, carrément. Moi, par exemple, à mes sponsors, en premier lieu, je leur dis, enfin, s'ils me proposent, par exemple, dans le contrat, quoi faire sur les publications, là, j'ai une discussion avec eux et je leur dis, voilà, moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je veux rester moi-même sur les réseaux sociaux. Je veux pas dire de choses que je ne pense pas. Donc, laissez-moi faire. Et voilà, enfin, je vais pas mentir sur quelque chose pour juste une marque, quoi. À la base, les Mm. réseaux sociaux, c'est moi et ma vie, entre guillemets. Du coup, je verrais pas pourquoi j'irais mentir à ceux qui me suivent pour juste une marque qui, au final, dans 2 ans, peut-être qu'elle m'aura quitté. Voilà. Donc ça, Mm. c'est vrai que là, tu vois, je reviens un peu sur ce que tu dis. Moi, je reste moi-même sur les réseaux. Ça plaît pas, tant pis. Et puis voilà, après, je cherche pas les 1 million de followers, hein. Ouais, bon, Parce que puis dans déjà l'absolu, avec le nombre de followers que j'ai, parce que j'aime bien, moi, répondre aux messages et aux questions qu'on me pose, parce que ben ouais, j'aime être proche de ceux qui me suivent, parce que je trouve que c'est très gentil à eux de me suivre. En tout cas, c'est ce qui me donne la motivation aussi d'un autre côté, hein. Donc, du coup, j'essaye de, moi, les remercier, parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé le CrossFit, ben, j'étais fan de Johan Gigor, par exemple. mm. Et bah, du coup, quand ils m'envoyaient des messages, j'étais trop content qu'ils me répondent, quoi. Et en fait, bah, je me Mm. mets à la place maintenant, des gens qui m'envoient des messages et je leur réponds, voilà, moi, c'est Romain, et enfin, il n'y a pas que je suis une star ou quoi que ce soit, loin de là. Je suis Romain et je réponds au maximum que je peux, parce que voilà, j'ai pas mal de messages et j'essaye de gérer au maximum parce qu'avec les autres trucs à côté et tout, j'arrive pas à tout gérer. Je m'attendais pas à tout ça, en fait, en commençant le CrossFit, hein, pour tout avouer, et en me mettant sur les réseaux sociaux aussi, hein. Donc, du coup, voilà, moi je veux rester proche de ma communauté et de ceux qui me suivent, parce que bah, ceux qui me donnent le plaisir d'être sur ce réseau social. Donc, voilà un peu le truc. C'est l'avantage, je trouve, le gros avantage de ce sport. Enfin, dans le CrossFit, tout le monde est accessible. Enfin, tu vois, tu peux discuter facilement avec des gens qui sont quand même de grandes stars ou de grands athlètes, alors que d'autres sports, c'est complètement impossible. Donc, c'est vrai que c'est cool. Je trouve que c'est cool de pouvoir poser des questions à certaines personnes, d'avoir des réponses. C'est toujours hyper agréable et puis c'est propre vraiment au CrossFit, je pense. Ouais, bien sûr, c'est ça. Moi, en fait, c'est comme je te dis, c'est que moi, je me considère pas comme une star. Enfin, j'ai pas été éduqué comme ça, quoi. Du coup, quand il y a des gens qui viennent et peut-être qui sont un peu timides de venir me parler et tout, bien au contraire, enfin, venez me parler et je répondrai à vos questions si vous avez des questions. Si c'est juste pour me dire bonjour, ben, je vous dirai bonjour. J'ai jamais mangé personne, bien au contraire, quoi. Du coup, voilà. Ok, et il me reste une toute dernière question. Mm. C'était ma fameuse question philosophique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour 2021? Euh, d'aller aux Games? Non. Bah, déjà, premièrement, pas de blessure, hein. Je touche du bois. Non, mais de toujours
de toujours performer dans le CrossFit comme je peux, de toujours être à 100%. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, mais en tout cas, moi, si je peux me permettre, du coup, pour l'année 2021, ce que je souhaite aux personnes, en tout cas, c'est de pas, de pas laisser la situation actuelle faire, enfin, nous mettre dans un cercle vicieux, entre guillemets. C'est même si on n'a pas accès aux salles de sport, et malheureusement pour eux, je leur souhaite du courage à tous les salles de sport, les salles de CrossFit, etc. Mais bah, dès qu'on peut aller dehors, d'aller dehors, ne serait-ce que même pour marcher, avoir une petite attitude sportive. Et franchement, ça libère beaucoup de choses. Et du coup, c'est ça que je souhaite pour l'année 2021, en tout cas, qu'ils aient la santé et qu'ils se laissent pas Qui engrainer se par laisse pas cette abattre. situation défavorable. Il faut qu'elle devienne favorable, en fait. Ok, bah écoute, j'espère que le message sera bien reçu, surtout pour les gens qui ont peut-être une petite baisse de motivation ou voilà, qui commencent à en avoir ras-le-bol, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps que ça dure, mais voilà, j'espère qu'on est plus proche de la fin que du début en tout cas. Et j'espère aussi, hein, parce que je commence à... Moi, en tout cas, je sais par exemple qu'il me tarde de revoir un peu le floor des compétitions pour avoir les gens qui nous encouragent et voir les gens du coup, parce que peut-être, tu vois, sur les réseaux, ils vont pas venir me parler, mais en vrai, ils vont oser venir me parler. Et ça, tu vois, c'est aussi ce qui me manque un peu, quoi. C'est de partir à la rencontre des gens et de se faire encourager, par exemple, lors d'un WOD ou de discuter avec des gens. Enfin, c'est vrai que ça manque un peu, quoi. Ouais. Ouais, le Du coup, côté voilà. social, forcément, c'est particulier, hein. C'est clair. Ouais. C'est clair. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour répondre à toutes mes questions. J'espère que j'ai bien remonté les questions de tout le monde et que tout le monde sera satisfait de l'épisode. Et puis, bah, du coup, là, on a déjà fait 2 WOD dans des Open à ce stade. Donc, je te souhaite déjà que le troisième se passe bien. Et puis, bah, que tu ailles en quart, évidemment, même si j'ai pas de doute là-dessus. Et que les quarts se passent également très bien pour toi. Voilà ce que moi, je te souhaite. Merci à toi, Cyril. C'est très gentil, en tout cas, d'avoir fait ce podcast, du coup. Parce que bon, c'est mon premier pour moi, en tout cas, un podcast, hein. J'ai déjà fait des interviews, mais jamais de podcast. Du coup, c'est très gentil à toi de m'avoir choisi, en tout cas. J'ai été très honnête. J'espère que j'ai pas trop parlé durant ce podcast, que j'ai été assez clair. Et puis, merci à toi de me soutenir, du coup, et merci à vous de me soutenir. Et puis, j'espère que les gens nous écouteront et qui continueront à suivre ta page comme moi je suis. Et toi, de ton côté, je te souhaite de percer dans les podcasts parce que c'est vraiment intéressant. Du coup, c'est cool à écouter. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bah écoute, bonne fin de journée. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser bientôt. Et ben, avec grand plaisir. Et n'hésite pas à venir me voir. Si je passe devant ou quoi, parfois j'ai un peu la tête ailleurs, surtout en compétition. Du coup, faut pas hésiter à me stopper et me dire alors, Romain, je dirai coucou, quoi. Voilà. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.